Bonjour et bienvenue dans les rencontres artistiques d'Omni. Aujourd'hui, je reçois l'artiste philosophe Hervé Fischer. Bonjour Hervé. Bonjour Stéphanie. Hervé, tu es fondateur de l'art sociologique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Bon, ben, à bientôt 80 ans, ça va durer très longtemps. En deux mots, entre l'art et la philosophie, c'est difficile de choisir parce que la société n'admet pas qu'on soit les deux. Un bon philosophe est forcément un mauvais artiste et un bon artiste, évidemment, n'aime pas écrire et s'exprime selon sa sensibilité, mais c'est pas un esprit rationnel. Donc, je suis assis entre deux chaises depuis bientôt 80 ans. Et j'ai fini par m'en accommoder et développer d'abord un art sociologique parce que j'enseignais la sociologie de l'art à la Sorbonne Paris 5 du côté de mai 68. Et mai 68 m'a suggéré de passer de la philosophie à la sociologie. C'est pas très original à l'époque, mais donc j'ai fait ça comme tout le monde. Les situationnistes m'excitaient un peu. Et puis, voilà, j'ai développé une théorie, une pratique de l'art sociologique à peu près d'une façon, je pense, correcte, parce que j'essaie de questionner les rapports entre l'art et la société d'une façon pédagogique, d'une façon critique, avec ce que j'appelle une esthétique interrogative. Ensuite de ça, j'ai émigré au Québec. Je parle avec toi d'une maison en bois, tout en bois, dans la forêt, au bord d'un petit lac, dans les Laurentides du Québec, où je vis principalement. Et là, on va être bientôt enlisé dans la neige. Ce n'est pas Château en Suède de François Sagan. On garde les connexions avec la civilisation urbaine, mais j'aime beaucoup cette sérénité de la neige et j'aime le blanc de la forêt, un peu comme dans mes peintures. Je peins toujours sur des fonds blancs, comme une page d'écriture, et je m'y retrouve bien dans le blanc et noir et gris très coloré en fait de la forêt l'hiver pendant. Ben, autrefois on disait 6 mois, 8 mois, mais avec le réchauffement climatique, c'est plutôt maintenant 4-5 mois. Voilà, j'ai mis en scène. Alors, ton questionnement du rapport entre l'art et la société t'a amené ces dernières années à t'intéresser bien sûr au numérique et aux réseaux sociaux. Et tu as une vision très, très optimiste en fait de cette ère digitale. Pour toi, elle est porteuse d'espoir. Tu parles de conscience augmentée, d'hyper-humanisme et des corollaires de tout ça, d'éthique planétaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, mais bien sûr, je suis un petit peu ingénu. J'essaye de penser qu'on n'est pas obligé de vivre dans une crise permanente et destructrice. Il me semble que ce que nous venons de vivre avec la pandémie ne rend pas très optimiste, mais on va pas y rester. Il faut bien qu'on en sorte. Alors, donc, on va avoir un vaccin pour sortir de la COVID, mais on n'a pas de vaccin pour sortir du réchauffement climatique. Donc, je ne vois pas la vie en rose d'une façon aussi angélique que ça peut paraître. Je suis très conscient que tout va mal et que la planète est chaotique. Elle est bosselée, comme je le dis. Bon. Mais la solution, c'est pas de se complaire dans ce désastre que certains voient apocalyptique. Ça sert à rien d'être pessimiste et postmoderne, c'est-à-dire de renoncer à changer le monde. Il me semble que plus ça va mal, plus il y a une exigence de changer le monde. Donc, je crois effectivement que l'art peut changer le monde. On l'a vu à travers l'histoire de l'art. Bon, on peut parler naturellement de l'art grec, on peut parler de la Renaissance, on peut parler des impressionnistes qui ont changé la sensibilité du monde, on peut parler des surréalistes qui ont créé
justement une sensibilité au rêve, au monde onirique. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, manifestement, c'est d'un art qui offre sa contribution, petite contribution, mais que je crois efficace pour changer nos mythes. Parce qu'un des postulats de la mythanalyse, l'analyse de la société, de ces mythes à laquelle je travaille depuis, maintenant, j'ose même pas dire depuis combien d'années, mais c'est justement que pour changer la société, il faut changer ses mythes. Or, nous avons eu un mythe du progrès. Ça n'a pas été très bien. Il y a eu quelques catastrophes, des catastrophes épouvantables, mais ça n'est pas une raison parce qu'il y a eu des catastrophes épouvantables au 19e siècle, au 20e siècle, qu'il ne faut pas continuer à essayer d'améliorer la situation. Et c'est au contraire une raison de plus de croire au progrès. Et de même, aujourd'hui, nous avons eu la révolution numérique, le choc du numérique, comme je l'appelle. Bien sûr, on a beaucoup tendance à penser que le numérique, c'est catastrophique, c'est la fin de la vie privée, c'est la manipulation par le grand ordinateur central. On amène des ingénieurs prophètes américains assez naïfs et incultes qui nous proposent un post-humanisme où on va devenir des cyborgs, ou un transhumanisme, on va être moitié chair, moitié poisson, moitié circuit électronique, et il paraît qu'on ne mourra plus. Alors, toutes ces bêtises américaines ne me convainquent pas du tout. Je crois au contraire que l'homme est très fragile, pas besoin d'insister sur le fait que la nature est très fragile, et ce n'est pas la technologie qui va être le moteur de notre évolution. Sinon, ça pourrait éventuellement conduire à l'apocalypse, qui est un thème très à la mode aujourd'hui dans le cinéma, dans la littérature. Et moi, je prends une position volontairement optimiste, ingénue. Il me semble qu'il faut tenir compte de la fragilité de la nature et de l'être humain. Il faut tenir compte que nous avons encore un cerveau reptilien, genre Trump, et que c'est pas le bonheur, ça ne fait pas l'unanimité, mais c'est un danger énorme par rapport à la démocratie, par rapport à la planète. On vient de le voir, là, on sort à peine d'un cauchemar, et il faut croire à la démocratie, il faut croire au progrès, il faut croire à la responsabilité humaine. Bref, si nous ne croyons pas en l'homme, il n'y a pas de solution. Moi, je suis de ceux qui croient à la fragilité de l'homme, mais aussi à sa capacité de progrès collectif, chaotiquement. Et c'est ça qui inspire ma philosophie et mon travail artistique. Alors, Hervé, il y a un nouveau média qui vient de sortir qui s'intitule Objet média non identifié. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est une belle inspiration, un peu inquiétante. Un objet média non identifié qui va peut-être nous tomber comme un lourd météorite sur la planète. Mais disons que je reste optimiste. Et je pense que Marie-Laure Desjardins est une femme entrepreneur pleine d'initiatives. Je suis très heureux de participer à cette aventure. Et donc, effectivement, je sais que nous sommes dans un moment de célébration de cette nouvelle aventure Art Hebdo-Média. Alors, tu as accepté de participer justement à Omni en illustrant la couverture d'un cahier. Alors, je vais montrer l'illustration. Oui. Ce sera un cahier papier, ce ne sera pas un écran de cahier papier, tout à fait. Malheureusement, je l'ai seulement sur un écran pour l'instant, pas encore en cahier. Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre qui s'intitule Stamp Your Emails? Oui, Stamp Your Email, c'est-à-dire l'idée que nous envoyons tous en québécois, on dit des courriels, mais j'ai voulu avoir un langage international, donc j'ai écrit en anglais. Il faut timbrer ces courriels. C'est l'occasion de passer des petits messages, ce que j'appelle des tweet art ou des timbres. Alors ici, c'est un ensemble de vignettes, une petite collection, c'est une page philatéliste en fait, ou philatélique pour bien dire. J'ai réuni de nombreux timbres-poste
digitaux, mais qui vont être imprimés en papier, qui sont en fait soit des tweet art, soit des codes barres Des Quick QR Response codes. QR. QR, quand on scanne une de ces peintures ou donc un de ces timbres, ça dit quelque chose. Ça affiche si nous ne croyons pas en l'homme, il n'y a pas de solution, ou bien ça affiche j'ai hâte d'en finir avec Trump et la COVID-19, ou ça affiche conscience augmentée, ou ça affiche éthique planétaire, ça affiche toutes sortes de pensées philosophiques. Ce sont en fait des peintures acryliques. Ça affiche naturellement conscience planétaire. Là, j'ai quelques consciences planétaires là que je suis en train de peindre. Ben, ceux-là, ils sont terminés, mais j'en peins que j'essaye d'en peindre un par jour. C'est une obsession. C'est un peu comme autrefois les moines, les prêtres moines, ou les prêtres qui avaient des commandes peignaient des icônes religieuses. Moi, mon icône religieuse que je peins obsessionnellement un peu tous les jours actuellement, c'est conscience planétaire. Parce qu'il me semble que c'est une révolution anthropologique d'avoir aujourd'hui une conscience planétaire, plus seulement une conscience de son village, de sa vallée suisse, comme disent les Suisses, mais d'être conscient avec une conscience augmentée grâce aux liens numériques de tout ce qui se passe sur la planète. Ça crée de l'indignation contre les scandales, ça crée de la solidarité pour aider les populations vulnérables, ça crée une éthique planétaire. Alors, c'est toute cette philosophie qui apparaît dans toutes ces petites vignettes de ces timbres qui sont réunis là. Et j'espère que les grands artistes ou les écoliers qui vont utiliser ces carnets de dessin, ces carnets de croquis, inspirés par les pages couverture de tous ces artistes, parce que j'ai compris qu'il y a, pour commencer, une douzaine de cahiers, ça va être stimulant avec l'univers, les idées, les obsessions de chacun des artistes invités pour justement représenter l'univers de chacun, et puis l'univers de chacun de plus en plus est connecté à l'univers de la pensée de la planète, de l'écologie, de la pandémie, des problématiques de la vie urbaine, de toutes ces difficultés de la planète chaotique où nous sommes maintenant. Parce il faut sortir de cette planète chaotique, il faut donner une direction, et j'espère que tous ces cahiers pensés par Marie-Laure Desjardins et toute son équipe vont contribuer à ce que l'art change le monde. Alors, le premier numéro d'Omni est consacré au dessin. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le dessin? C'est fondamental. Hein. Le dessin, c'est l'écriture, c'est la pensée. Bien entendu, c'est pas à la mode. Un grand philosophe français, Jean-François Lyotard, quand il a fait son exposition Les immatériaux au Centre Pompidou, a eu la grande bêtise géniale parce que c'est un grand philosophe par ailleurs, celui qui a inventé la postmodernité, de dire que le crayon et la gomme, en québécois on dit une efface. Le crayon et l'efface, c'est obsolète. Il faut vraiment être un artiste débile pour continuer à dessiner avec un crayon et une gomme. Mais c'est encore pire avec un fusain ou avec de la craie. Et je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas de progrès en art. C'est pas le progrès, ça n'a rien à voir avec le concept d'art. Et le dessin demeure fondamental dans la pratique artistique. Et d'ailleurs, les grands dessinateurs d'aujourd'hui, il y en a quand même qui sont considérés comme des génies, qui dessinent des bandes dessinées, des artistes qui ont choisi de rester sur le dessin comme... le dessin, c'est une manière non pas de représenter le monde. Gauguin disait à un artiste qui venait lui présenter des tableaux pour les exposer, Gauguin lui a répondu, un artiste par ailleurs célèbre dont j'ai oublié le nom, il disait « Ici, on ne copie pas ». Ça veut dire que l'art, ce n'est pas fait pour copier le monde. Même le photographe te dira la même chose. La photographie, ici, on ne copie pas. On interprète le monde. Et interpréter, c'est avec la main, avec la tête, avec un outil. Ça peut être de l'argile, ça peut être du bronze, ça peut être des pixels, ça peut être un casque de réalité augmentée. Mais ce sont aucun de ces instruments-là qui font l'artiste. L'artiste, c'est comme le sexe, c'est dans la tête. Et fondamentalement, un artiste, c'est quelqu'un qui imagine le monde, qui l'interprète, qui lui donne une représentation humaine
Cette représentation, elle n'est pas simplement une question de sensibilité, elle est une vision, elle est une image du monde. Alors, elle peut être religieuse, elle peut être philosophique, elle peut être matérialiste, il y a toutes sortes d'options. Mais le dessin, c'est la pensée. C'est vraiment un outil fondamental. Et quand je dessine énormément. Quand je dessine, c'est sur ordinateur. Je le reconnais, je l'utilise plus très souvent un crayon et une efface. Mais c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est sur un écran en plasma ou parce qu'on est dans un hologramme vivant que ça reste pas du dessin. Le dessin, il n'y a pas de progrès en dessin. Oui, il y a du progrès dans le dessin. Il y a du progrès dans la capacité qu'on peut avoir techniquement de représenter avec cet outil très simple sa pensée. Mais ce n'est pas un progrès technologique, c'est un progrès mental, c'est un progrès artisanal. Surtout, il faut avoir des idées intéressantes, il faut avoir des idées justes. Elles peuvent être originales, elles peuvent être décalées, déconnectées. La justice de l'idée, ce n'est pas qu'elle copie le rationalisme ou la religion, c'est qu'elle vraiment, elle explore en fait. C'est une exploration, le dessin, une exploration du monde. Alors, Omni considère en fait que la parole des artistes est un patrimoine. Qu'en penses-tu? Un patrimoine immatériel et souvent matériel. Je suis vraiment de ceux qui croient au patrimoine immatériel et matériel parce que c'est ce qu'on met dans notre tiroir. Si le tiroir est vide, on va nulle part. Donc fondamentalement, nous mettons dans le tiroir, c'est-à-dire dans notre cerveau, dans notre imaginaire collectif, dans notre culture, nous mettons des mythes, des représentations, c'est-à-dire des récits, des valeurs, qui sont ceux avec lesquels on questionne le monde actuel. Et quand ça va très, très, très mal, quand les mythes anciens, quand la normalité ancienne deviennent absolument toxiques, ce que nous venons de voir, quand la mondialisation devient toxique, ce que nous venons de voir, il faut repenser la mondialisation autrement. Alors ça, c'est vraiment c'est rare que le problème devienne aussi urgent et aussi conscient planétairement qu'aujourd'hui. Nous sommes dans un moment historique très, très important, ce que j'appelle une divergence, où on se rend compte que pour penser le futur, d'abord, premièrement, il faut penser le futur. C'est fondamental, il faut inventer le futur, parce que le passé qu'on vient de vivre est une preuve d'échec de notre normalité précédente. Donc, pour penser le futur, il faut que le tiroir soit plein, il faut qu'on ait des expériences, il faut qu'on ne recommence pas la Shoah, il faut qu'on ne continue pas à détruire la nature. Tout ça, c'est dans le tiroir. C'est avec ça qu'on peut construire une divergence, c'est-à-dire prendre un autre chemin, faire une rupture avec ce qu'on vient de vivre comme un échec. Et plutôt que de célébrer, cultiver et faire de l'argent avec l'idée de l'apocalypse, il faut rester optimiste pour créer un nouveau sens à l'aventure humaine. Le sens, ça veut dire la direction, ça veut dire où est-ce qu'on va. Et il faut donc forger un gouvernail. Et il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, ça c'est la technoscience, mais il faut aussi qu'il y ait un navigateur qui nous dit où est-ce qu'on va. Si on va dans la bonne direction, est-ce qu'il y a un aéroport là où on s'en va avec notre technoscience. Sinon, si on croit simplement que la technoscience va être comme la providence divine ou comme la providence de la nature, va créer le progrès pour tout le monde, la démocratie, le bonheur, un peu à la manière de Marx avec sa révolution. Bon, voilà, Marx, c'était un gouvernail. On a vu que c'était un mauvais gouvernail. Il faut aujourd'hui penser un nouveau gouvernail. Et pour moi, c'est l'hyperhumanisme, c'est-à-dire la relation de solidarité que nous avons au niveau planétaire entre êtres humains. C'est le respect simplement des droits universels de l'homme qu'on répète tout le temps, qu'on bafoue tous les jours, qu'on respecte jamais. On répète, mais on ne respecte pas. Et c'est pas compliqué à comprendre ça. Mais ça, c'est notre gouvernail. Alors voilà, ce gouvernail-là, il est révolutionnaire de 1789 et puis il est dans le tiroir. Il ne faut pas vider le tiroir. Et est-ce que l'artiste a un rôle à jouer? Fondamental. L'artiste, c'est quelqu'un qui crée une image du monde.
Euh, on prend un impressionniste pour prendre un mouvement que tout le monde connaît. On décore les boîtes de fruits confits avec les peintures impressionnistes. Donc, on sait ce que c'est que. On sait bien que les impressionnistes, ça a changé la sensibilité au monde. C'est fondamental. On sait même l'art conceptuel. L'art conceptuel a changé la sensibilité au monde. Aujourd'hui, je peux mettre dans mes peintures des mots, des concepts, des idées, sans les dissimuler. Je les écris, que ce soit en chinois ou que ce soit en français. Ça, c'est les changements que l'art est capable de faire. Tu as déclaré dans une interview qu'aujourd'hui, si Monet vivait aujourd'hui, il ne peindrait plus les nymphéas, mais il peindrait les trous de la couche d'ozone. Oui, ben voilà, il a peint les nymphéas et on a découvert la beauté de la couleur autonome, on a découvert la beauté rétinienne de la nature, avec une liberté qui nous conduisait même au niveau d'une sensibilité pure, parce qu'à la limite, les nymphéas, ils sont plus représentatifs, ils sont à l'aube de la nature abstraite. Et cette sensibilité-là, qui est la découverte de notre subjectivité, comme dans la psychologie, bon, ces mouvements-là sont coordonnés, il y a des convergences entre tous ces mouvements-là. C'est l'évolution du monde. Et aujourd'hui, effectivement, la peinture, elle a une mission de nous sensibiliser à la fragilité de la planète. Aujourd'hui, le problème, ce n'est plus de découvrir la beauté de la nature, c'est de prendre conscience que nous sommes en train de la détruire. Donc, peindre les trous dans l'ozone, c'est pas facile, hein, c'est pas plus facile que de peindre les nymphéas. Et il faut que le public l'accepte avant qu'on trouve des boîtes de chocolat avec la couverture qui représente des trous dans l'ozone. Mais on s'en va là, c'est nécessaire, parce que les trous dans l'ozone, c'est le symptôme de notre folie technoscientifique, industrielle, avec les gaz à effet de serre, de détruire cette fragile, cette très très mince pellicule d'atmosphère qui nous protège de la brûlure du soleil. Sinon, on va tous mourir dans un cancer généralisé. Nous sommes dans une fragilité extrême dans cet univers gigantesque. Cette fragilité, ça fait partie de la beauté. C'est comme la fragilité de l'être humain. L'art, pour moi, c'est l'exaltation sublime de la maîtrise de cette fragilité de l'être humain. Si l'être humain n'était pas fragile, nous ne l'aimerions pas autant. Et cette fragilité-là, nous sommes capables de l'assumer, de la représenter et de la dépasser dans ce que j'appelle une transcendance humaniste. C'est-à-dire qu'on ne croit plus en Dieu aujourd'hui. Ben, soyons bien clairs, il faut être un petit peu du siècle passé pour croire encore au mythe de Dieu. Bon, je le dis sans gêne. Ben, ma mère était très catholique. Bon, je l'adorais, ma mère. Ben, c'est pas une question d'irrespect, c'est une question d'objectivité. On ne peut plus se satisfaire d'une explication du monde et de notre avenir avec la théologie. Mais on ne peut pas le faire non plus, il ne faut pas le faire non plus avec la technoscience. C'est une question de sensibilité, c'est une question de valeur, une question de respect de l'être humain. Et pour respecter l'être humain, on apprend à respecter aussi la nature. Et en respectant la nature, on apprend à respecter l'être humain. Le respect de la nature et le respect de l'éthique, c'est la même planète, c'est la même logique. Tout ça est lié. Et cette fragilité-là, elle est notre grandeur. Si nous arrivons, malgré cette fragilité, dans le monde qui est à la fois un monstre et une création sublime, le monde est mystérieux, monstrueux, et il est d'une merveille extraordinaire. Je viens d'adopter une petite chatte, je l'ai appelée Pistache. Elle est d'une beauté qui me fascine. Elle a une intelligence de chat qui me fascine. C'est une merveille, c'est une création de la nature. Et ça, c'est la merveille de la vie. Alors, il ne faut pas cracher là-dessus. Il ne faut pas être cynique comme les philosophes postmodernes et croire que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Jouir ou se suicider. Ça, c'est finalement, en deux mots, c'est ça la postmodernité.
Et il faut revenir à l'idée que nous sommes responsables de notre destin, que nous pouvons l'orienter en s'y mettant ensemble avec une conscience planétaire et en respectant des valeurs d'une grande, grande fragilité qui sont finalement celles qui vont nous faire avancer. La technoscience va avancer de toute façon. Il y a trop de compétition commerciale, on a trop envie de mettre un tic dans son moteur et on croit qu'avec la technoscience, on va résoudre tous les problèmes. Je le mentionnais tout à l'heure. Mais ce qui va faire évoluer l'aventure humaine dans le bon sens, ce sont des mythes positifs, des mythes qui portent l'espoir. C'est clair que l'éthique planétaire, c'est une utopie d'une naïveté extrême. C'est bon pour les catéchismes de premier degré. Mais l'éthique planétaire, c'est devenu une sorte de rationalité, c'est un gouvernail, c'est ce qui nous permet d'organiser notre gouvernance personnelle, collective au niveau local et planétaire. C'est une nouvelle rationalité qu'il faut apprendre à respecter. Il n'y a rien à inventer là, c'est tout écrit déjà, les déclarations universelles des droits de l'homme. Il suffit juste de les relire de temps en temps et de les enseigner à l'école. Parce que pour sortir de ce trumpiste obscurantiste qui n'y a pas seulement aux États-Unis, et qui y était déjà avant Trump, qui y est encore pour longtemps, et qu'on voit aussi en Europe, ce populisme extrêmement dangereux, monstrueux, qui a donné les fascismes, qui a donné les catastrophes du XXe siècle. Il faut de l'éducation, il faut de la pédagogie. Et pour moi, j'avais l'air un peu idiot en 1970. J'ai failli dire en 1870, tellement ça paraît ancien. Moi, disons 1970. Bon, quand je parlais de l'art comme une démarche pédagogique, j'avais l'air vraiment, vraiment, je trouve même pas le mot. J'étais pas dans le coup. Mais pourtant, je crois toujours 50 ans après que l'art est une pratique pédagogique de conscientisation, de création d'une image du monde, de méditation sur notre fragilité, notre responsabilité et ce que nous pourrions faire de transcendantal, c'est-à-dire nous dépasser notre animalité, parce que nous sommes des animaux parmi les mammifères, et même si nous sommes, on va dire, la tête avancée de l'évolution, c'est un bien grand mot, parce que peut-être qu'à la fourmi en pense autant, mais si nous sommes conscients de notre responsabilité, nous allons peut-être éviter des grandes catastrophes. Peut-être qu'on va recevoir un météorite sur la tête, ça c'est dans les choses possibles. Mais à l'échelle de ce que nous pouvons faire, plutôt que détruire, il faut construire. Et c'est une grande responsabilité qui demande une grande, grande conscience. Et je voudrais finir là-dessus. Une conscience planétaire, ça a l'air d'ouvrir une porte ouverte. Mais c'est une nouveauté dans l'histoire de l'humanité et c'est quelque chose qu'il faut célébrer, qu'il faut cultiver, qu'il faut enseigner. Et ça repose sur une solidarité et finalement, je disais du mal de Dieu tout à l'heure, mais finalement, aimer son prochain, c'était pas si bête. Merci beaucoup. On va terminer justement sur écoutez, cette note pleine d'espoir. Hein. Et merci beaucoup Hervé Fischer. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup et bonne chance à Omni.